Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. Bonjour, dans Faites entrer l'invité, en effet, aujourd'hui nous allons parler d'une ressource vitale pour la vie. C'est une composante essentielle de développement. Il s'agit bien évidemment de l'eau. Dans son discours à l'occasion de la rentrée parlementaire, Sa Majesté le Roi a donné la priorité à l'eau et à l'investissement. Le souverain a rappelé l'importance de préserver cette ressource. Il a également appelé au devoir de responsabilité, de solidarité avec un nouveau plan national de l'eau. Une feuille de route a été tracée pour un recours aux innovations et technologies nouvelles et une prise de conscience collective pour une exploitation rationnelle. Les défis qui nous attendent sont nombreux. De quelle manière pouvons-nous les relever? Avec moi aujourd'hui, Halima Jounahid, elle est chercheur à l'Université Hassan II de Casablanca, membre de l'Association internationale des hydrogéologues et coordinatrice de l'Alliance marocaine pour le climat et le développement durable. Bonjour Halima. Bonjour Madame El-Aouni, bonjour à tous vos auditeurs. Je suis ravie aujourd'hui d'être votre invitée pour discuter de la question de l'eau. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Le Maroc, à l'instar de très nombreux pays, est touché par un stress hydrique élevé, manque important de pluviométrie. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la situation justement aujourd'hui? Avant de dépeindre la situation hydrique au Maroc aujourd'hui, vous avez précisé dans votre introduction que Sa Majesté, dans son dernier discours, a parlé de deux questions importantes. D'abord, l'investissement pour encourager la création de richesses et de l'emploi, et la question de l'eau. Et vous savez que l'eau est un facteur limitant de tout développement et de tout investissement. Donc, l'investissement ne peut pas se faire sans l'eau. Malheureusement, la situation hydrique au Maroc aujourd'hui, c'est une situation qui est critique. Nous avons, juste pour vous donner des chiffres sur ce que nous avons comme potentiel, nous avons 149 barrages, grands barrages et 136 petits barrages. Ah, une petite coupure, on ne vous entend plus. Cette année, malheureusement, un taux de remplissage à peine de 25%, c'est-à-dire un manque à gagner de 14 milliards de mètres cubes. Nous avons également des ressources en eau souterraines qui sont à peu près 130 nappes qui sont d'une capacité de 4 milliards de mètres cubes et qui connaissent actuellement, d'après le ministère de tutelle, un déficit de 1 milliard de mètres cubes à force d'être exploitées. Cette année, elle était exceptionnelle. C'est l'année la plus sèche depuis 40 ans. Elle a enregistré un déficit de 85% par rapport à une année moyenne et un apport à peine de 1 milliard à 2 milliards de mètres cubes. Et c'est l'apport le plus bas depuis les années 40, comme je l'avais précisé. Donc c'est une année exceptionnelle à tout point de vue et la sécheresse ou la chaleur qui a augmenté cette année de 0,9 degrés n'a pas aidé à ce que la situation soit moins compliquée. C'est-à-dire qu'elle a encouragé l'évaporation et cette évaporation a diminué les apports, que ce soit par rapport aux eaux souterraines ou aux eaux de surface. Et ça ne va pas arranger. Vous suivez de très près, je le disais, vous êtes membre de l'Association internationale des hydrogéologues et coordinatrice de l'Alliance marocaine pour le climat. Ça ne va pas s'arranger parce que les experts du GIEC dressent un tableau très sombre. C'est pour l'ensemble de la planète. Bien évidemment, on ne parle pas seulement du continent ou du Maroc, mais pour le monde entier et appelle les États à se prémunir. Mais il est peut-être important une nouvelle fois de tirer la sonnette d'alarme auprès de tous pour rappeler la rareté de l'eau. Aujourd'hui, nous avons de l'eau qui coule chaque jour de nos robinets, mais nous ne mesurons pas la chance que nous avons et de se dire que ça ne durera pas toujours. Effectivement, vous avez raison de parler de sonnette d'alarme parce que la rareté, elle est là. Et la rareté, elle est là. Elle se manifeste d'abord par le quota que nous avons comme par habitant et par an, c'est-à-dire qui diminue d'année en année.
Nous sommes actuellement à 650 mètres cubes par habitant et par an, contre 2500 pendant les années 60. Et nous sommes loin de sous la barre symbolique de 1000 mètres cubes par habitant et par an préconisée par la Banque mondiale et l'OMS. Et cette situation risque de s'empirer parce que les changements climatiques sont là, on les sent de plus en plus. Les experts du climat prévoient des baisses dans notre région, la région MENA et le pourtour méditerranéen dans les 50 prochaines années. Nos experts à nous, les Marocains, ont prévu, et ça a été communiqué dans la communication du Maroc auprès des Nations Unies relative aux engagements du Maroc pour baisser les changements climatiques. Donc cette communication parle d'une baisse de 10 à 20% des précipitations à l'horizon 2050. Donc c'est vrai quand l'eau coule à flot de nos robinets, on ne se rend pas compte de ce problème de rareté et on ne mesure pas cette chance d'avoir l'eau à portée de main. Que faut-il faire? Quelles sont les urgences à mener au plus vite? Sa Majesté a parlé d'innovation qui existe dans ce domaine, de pousser davantage dans ce sens avec les nouvelles technologies. Ce qu'il faut faire d'abord, c'est rester solidaire. Parce que maintenant, quand vous écoutez un débat sur l'eau, les institutions se jettent la responsabilité. C'est pas le moment de le faire. Donc il faut d'abord rester solidaire autour de cette question de rareté pendant cette crise que nous vivons. Il faut apprécier également les acquis. D'accord, parce que le Maroc, c'est un pionnier en matière de gestion des ressources en eau, au moins dans la région, dans le continent africain et la région MENA. Il a une réglementation, il a une planification, il a des institutions, il a décentralisé la gestion des ressources en eau depuis 1995 en créant les agences du bassin hydraulique. Et cela, ce sont les jalons de la gestion intégrée et durable des ressources en eau qu'il faut bien évidemment déployer au niveau territorial. Nous avons une politique prospective, la politique des barrages qui était là depuis l'indépendance et qui, malgré ses inconvénients et malgré ses détracteurs, a permis quand même de prémunir notre pays contre les épisodes successifs de sécheresse. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est protéger nos ressources, d'accord? De quelle manière? Donc, pour protéger les ressources, il faut revoir certaines politiques publiques, être conscient qu'il faut gérer la rareté actuellement et non pas l'abondance, tous les secteurs confondus. Il faut qu'ils mettent la composante de l'eau et le changement climatique au cœur de leur planification. Et il faut changer ces politiques, il faut les réajuster, il faut pas que ça soit figé, il faut que ça soit réajusté en fonction de la disponibilité de l'eau ou de l'absence de l'eau, de la rareté de l'eau. Le secteur agricole aussi, il a des efforts à mener dans ce sens. Vous savez que l'agriculture consomme 85% des ressources qui sont mobilisées, c'est-à-dire que tout l'investissement que fait le Maroc en matière de mobilisation d'eau, à savoir les barrages, les canaux de transport, le creusement des forages et tout ça, 85% de cet effort va à l'agriculture. Et donc, le secteur agricole aujourd'hui ne peut plus se permettre d'encourager les cultures qui sont consommatrices d'eau. Il doit privilégier les cultures qui vont assurer notre sécurité alimentaire, comme les céréales, les féculents, les légumes qui sont le plus consommés dans notre pays. Et aussi, il faut renforcer le contrôle. Nous assistons au Maroc au vol de l'eau. L'eau est volée à travers les puits qui ne sont pas autorisés. On a parlé d'à peu près 90% des puits qui sont creusés ne disposent pas d'autorisation. Donc, on ne peut pas contrôler ce qui n'est pas autorisé et ça, c'est un vrai problème. Donc, il faut multiplier les efforts avec toutes les institutions territoriales pour justement contrôler ces puits, pour d'abord les recenser, les répertorier et les contrôler.
Il faut également appliquer avec fermeté le principe de préleveur-payeur et de pollueur-payeur. Aujourd'hui, nous prélevons l'eau à un coût très bas. Nous ne tenons pas en compte tout l'effort et tout l'investissement qui est fait depuis la mobilisation de l'eau jusqu'à son acheminement vers le consommateur final, que ce soit industriel, agricole ou que ce soit pour l'usage domestique. Donc, la vraie valeur de l'eau n'est pas prise en compte dans le prix final. Donc, il faut revoir ça. Et ça, le nouveau modèle de développement a insisté sur cette question. Il faut aussi protéger les ressources en eau souterraines qui sont des ressources stratégiques en les préservant de la pollution. Et la pollution ne peut être, c'est-à-dire que l'eau ne peut être dépolluée qu'à travers la multiplication des stations d'épuration des eaux usées. On a actuellement 150 stations d'épuration qui ont une capacité de production de 470 000 mètres cubes par jour. Et ça, c'est pas négligeable en matière de potentiel qu'on a déjà entre les mains et qui ne bouge pas. Au contraire, les eaux usées... Voilà, justement, Halima, quand on parle de la réutilisation des eaux usées, de quoi s'agit-il précisément et ça concerne quel secteur en particulier ? Écoutez, comme je viens de le préciser, le Maroc a accusé beaucoup de retard dans la réutilisation des eaux usées. D'abord, c'est quoi la réutilisation des eaux usées épurées ? C'est-à-dire, on va récupérer d'abord les eaux usées qui émanent des différents secteurs, que ce soit le secteur industriel, que ce soit le secteur agricole, que ce soit le secteur de services ou qu'au niveau des maisons, c'est-à-dire l'usage domestique. Donc, on va récupérer cette eau, on va la passer dans une station d'épuration pour qu'elle réponde à des normes précises qu'on a dans notre réglementation. Et ces normes, elles sont garantes de la santé et la sécurité des citoyens. Donc, si ces eaux sont épurées en répondant à ces normes, on ne craint pas leur réutilisation dans certains usages, bien sûr. On ne parle pas de l'usage alimentaire. Quoique, en Californie, ils ont réutilisé les eaux usées pour en produire de l'eau potable. Ça dépend du degré d'épuration auquel on va faire subir ces eaux usées. Donc, nous avons un potentiel énorme d'eau usée et cet énorme, il est fixe. Il n'est pas fixe plutôt, il est sûr, il est entre nos mains en le maîtrisant. Nous savons combien d'eau usée nous produisons et nous allons continuer à produire ces eaux usées. Ça ne va pas s'arrêter, au contraire, ça va augmenter d'année en année. Vu l'augmentation de la population au Maroc. Donc, cette ressource, elle n'est pas encore intégrée dans le cycle de l'eau. On pourrait dire en quelque sorte qu'elle est tout simplement recyclée et qu'aujourd'hui, c'est devenu une urgence d'aller également dans ce sens-là. Exactement, c'est devenu une urgence d'aller récupérer ces eaux, de les traiter, de les réutiliser. Nous sommes à un taux très faible de réutilisation qui ne dépasse pas 30%, alors que nos voisins, par exemple en Tunisie, ont atteint 60% de réutilisation des eaux usées et en Jordanie, on est à 90% de réutilisation des eaux usées. C'est une manne qu'on est en train de perdre dans le milieu naturel. Donc, nous n'avons pas aujourd'hui le choix. Il faut miser sur cette eau qu'on maîtrise parfaitement. Voilà. En tant que chercheuse, Halima, vous nous avez cité la Californie, la Jordanie, la Tunisie. À l'échelle mondiale, quels sont pour vous les pays qui sont parvenus à mener de véritables politiques de l'eau ? Je ne parle pas que de la réutilisation des eaux usées, mais d'une politique globale. Je pense que parmi les pays qu'on peut citer en termes de gestion de la rareté, nous pouvons citer Israël. Donc c'est un pays qui a la reconnaissance internationale, qui a atteint un niveau de gestion de ses ressources extrêmement important.
en récupérant justement les eaux usées, en utilisant toutes les technologies qui sont maintenant disponibles pour justement à optimiser l'utilisation de l'eau, à savoir l'enfoncement des nuages, le dessalement de l'eau de mer. Donc, malgré le contexte très aride de ce pays, il a quand même réussi à développer une agriculture très développée et il peut être cité comme exemple en termes de gestion optimale et durable des ressources en eau. Alors, il y a un autre point essentiel, parce que quand on parle de politique de l'eau, on parle de politique, mais il y a également les populations, les citoyens que nous sommes. Comment nous sensibiliser davantage? Et je vais aller un petit peu plus loin. Comment sensibiliser davantage notre jeunesse? On voit de très nombreux jeunes dans de nombreux pays qui se mobilisent pour le climat, mais nous n'avons pas encore, ici au Maroc en tout cas, de programme de sensibilisation au sein même des établissements scolaires, alors que, encore une fois, on va l'utiliser ce mot, alors que c'est crucial de sensibiliser et d'informer dès le plus jeune âge. Écoutez, au Maroc, il ne faut pas nier qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans Mais ce ce sont des campagnes ponctuelles, pas dans le temps. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est conjoncturel, c'est quand on manque d'eau, c'est quand on a une année sèche, on commence à sensibiliser. Et c'est les associations non lucratives, c'est-à-dire de la société civile, qui jouent ce rôle principalement. Mais malheureusement, nous avons dans toutes les politiques publiques, nous avons un budget qui est alloué à la sensibilisation, mais ce budget n'est pas complètement utilisé dans ce sens. Moi, je sais que le ministère de l'énergie, du développement durable a équipé beaucoup d'écoles dans le monde rural par ce qu'on appelle les clubs de l'environnement. Et ces clubs de l'environnement ont joué un rôle très important dans la sensibilisation de la petite enfance et de nos jeunes. Maintenant, il faut miser sur la formation parce qu'il ne suffit pas de les sensibiliser, il faut les former, il faut qu'ils comprennent de quoi les choses sont faites et comment elles sont faites pour pouvoir en parler et pouvoir convaincre d'autres personnes. Donc, il faut miser sur la formation, sur la recherche scientifique, il faut produire plus de données. Et là, il faut encourager le partenariat entre l'État et les universités pour produire des données qui sont scientifiques, qui sont fondées. Il faut les publier sur des plateformes pour qu'ils soient accessibles à la population et aussi aux investisseurs, pourquoi pas, parce que l'investisseur a besoin de comprendre, de savoir quel est le potentiel et en quoi il va investir et s'il doit investir ou pas. Donc, il y a un effort, bien évidemment, à faire dans ce sens, le sens de l'éducation à l'environnement et à la sensibilisation, par d'abord le travail minutieux et ponctuel que font les associations de la société civile et qu'on salue d'abord à travers cette émission, mais aussi l'État a un rôle à jouer et il faut qu'il intègre la sensibilisation et l'éducation à l'environnement dans la planification et dans le budget alloué à la planification. Une dernière question, si vous me le permettez, et cette fois-ci un petit peu plus à titre personnel. Qu'est-ce qui vous passionne, vous, dans le climat? Vous êtes chercheuse. Qu'est-ce qui vous passionne sur l'eau? Ce qui me passionne sur l'eau, c'est cette dualité. L'eau, c'est une arme à double tranchant. Si elle est là, on peut prospérer, on peut être heureux, on peut apprécier la nature, on peut apprécier les écosystèmes, on peut vivre heureux. Mais si l'eau manque, c'est notre vie qui est en jeu. Et c'est la prospérité qui est en jeu et c'est notre existence qui est en jeu.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de toutes ces informations, en particulier sur tous les chiffres que vous nous avez donnés. Halima Jounaïd, je rappelle que vous êtes donc chercheuse à l'Université Hassan II de Casablanca, membre de l'Association internationale des hydrogéologues et coordinatrice de l'Alliance marocaine pour le climat et le développement durable, Casablanca Stat. Merci beaucoup Halima d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie, Madame El Aouni, de m'inviter à votre émission. À bientôt, il est 13h20, vous écoutez Radio 2M. Merci également à vous pour votre attention. Les programmes se poursuivent tout de suite à 13h30. Un nouveau point avec ce qui fait l'essentiel de l'actualité de la mi-journée de ce lundi. Et puis quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi prochain. Vivre avec vous.